Bien, alors ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir David Elbaz. Je dirais presque que je connais David depuis qu'il est tout petit. Enfin, depuis qu'il est tout petit en astronomie, en tout cas, parce que je me souviens de lui quand il était étudiant en DEA et il était venu faire... voir quelques chercheurs pour demander si on avait des sujets de thèse à proposer parce qu'ils cherchaient un sujet de thèse. Et puis malheureusement, je venais juste de passer des galaxies à noyau actif aux amas de galaxies, donc je ne me sentais pas capable d'encadrer une thèse sur un sujet que je ne connaissais pas encore très bien. Donc je lui ai dit que j'étais désolée, mais que je ne pouvais pas le prendre cette année-là. Et puis malheureusement pour moi, il a trouvé ailleurs, enfin heureusement pour lui, mais voilà, je l'ai bien regretté après parce que ça aurait été bien de travailler avec lui, mais voilà, c'est comme ça. Et puis David a fait son chemin depuis. Il est astrophysicien au CEA. Il est responsable du laboratoire Cosmologie et Évolution des galaxies. Il est aussi membre du comité de sélection des missions de l'Agence spatiale européenne, ce qui lui permet de voir beaucoup de projets passionnants, quelquefois un peu farfelus d'après ce qu'il m'a dit, mais enfin, pour la plupart passionnants et solides. Pour ceux qui sont assis sur des strapontins, je vous signale qu'il y a encore une place devant là, une place juste après, une autre place, 2 places au premier rang tout là-bas, donc vous serez peut-être mieux assis que par terre ou sur des strapontins. Voilà. Et donc David aime bien partager ses connaissances et aussi ses ignorances et ses questions. Donc il ne va pas vous parler uniquement de choses qu'on connaît bien, mais aussi des questions qui se posent. Et il a fait un film il y a quelques années qui s'appelle « L'astronome et l'Indien ». Et puis il a aussi écrit 3 livres, 2 romans, un qui se passe en Égypte ancienne, un qui se passe en Chine. Je les ai lus tous les 2, ils m'ont bien plu, donc je vous conseille de les lire. Et un 3e que je n'ai pas lu parce qu'il sort tout juste des presses, il est là. Donc si vous souhaitez à la fin de la conférence vous en procurer un, et bien vous voyez ça avec David. Et donc aujourd'hui, David va nous parler du contenu en gros de son livre, donc des sujets sur lesquels il a beaucoup réfléchi, la matière noire, l'énergie noire et les trous noirs. Donc tout est noir, on a une façon noire de commencer l'année, d'ailleurs il est habillé en noir, mais on le voit souvent en noir. Par contre, je vois que le fond de ces diapos n'est pas noir, et d'habitude si. Alors il y a un changement là. Ça fait partie de tes... il faut contrebalancer un petit peu. Voilà, ça fait partie de tes bonnes résolutions de l'année. En général, tu as toujours un fond noir Exactement. avec des caractères blancs ou jaunes. J'ai repéré ça depuis le temps. Bien, donc je vais arrêter de parler. Et puis, David, merci d'être venu. Merci beaucoup, Florence, pour ton invitation, ainsi qu'à Daniel, ainsi qu'à Francis. Je suis content d'être ici à l'IAP pour parler avec vous. Aussi, c'est la première présentation de ce cycle en 2017. Et donc, on a le droit de faire un vœu. Et le problème, c'est que j'ai tellement de vœux qui se mélangent que je n'ai pas réussi à en choisir un. Du coup, je me suis dit, tiens, je pourrais faire le vœu que cette année, on fasse une découverte qui nous permette de savoir ce qu'est enfin la matière noire. Puis en même temps, je me suis dit, mais peut-être qu'elle n'existe pas, c'est peut-être pas le bon vœu. Alors peut-être qu'on va... Alors l'énergie noire, oui, mais peut-être qu'elle n'existe pas non plus. Et en fait, savoir poser la bonne question, c'est très difficile. Et en fait, c'est un peu ça la quête de ce qu'on essaye de faire tous les jours, c'est d'identifier au mieux la façon de poser la question qui nous permettra d'avancer un peu plus dans la connaissance. Et donc, finalement, parfois, on nous dit, mais quand on vous écoute, on a l'impression qu'on ne sait rien. Et finalement, cette idée de poser une question, c'est déjà une connaissance. Parce que quand on monte, par exemple, une montagne, on voit de plus en plus le paysage et le trajet qui peut rester à parcourir. Et le fait qu'on en voit plus montre qu'on sait mieux qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais pourtant on en sait plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc c'est un peu le défi auquel on est confronté quand on veut parler de la partie invisible de l'univers, parce qu'il y a une partie invisible de l'univers qui est un peu connue, puis une partie de l'univers qui consiste en fait en une partie invisible même à notre investigation intellectuelle, et qui elle est plus délicate, et surtout à partager. Certains de mes collègues me disent
mais tu es sûr que tu veux leur parler de ça parce qu'après, les gens, ils vont penser qu'en fait, on ne sait rien. Et en fait, non, on sait beaucoup. Et justement, je me suis dit, face à ce reproche qu'on me fait souvent, j'ai pensé à Cervantes, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Don Quichotte. Il commence le livre en disant, vous savez, moi j'ai un esprit qui est un petit peu étriqué, je ne connais pas grand-chose, mais tous les classiques, tous les gens qui écrivent des livres à son époque citent toujours les grands classiques. Mais moi j'en connais peu. Alors du coup, au début de son livre, il cite tous les classiques. Il dit, bon, maintenant que c'est fait, je vais vous raconter mon histoire. Et donc, voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, on connaît des galaxies qui sont si lointaines que leur lumière a mis pratiquement 13,8 milliards d'années à nous arriver. Elles sont nées quelques millions d'années après le Big Bang. On a maintenant la preuve définitive de l'existence des trous noirs, parce qu'on a détecté des ondes gravitationnelles récemment. On a réussi à collecter tellement d'informations sur des volumes de l'univers qu'on connaît l'histoire de la formation des étoiles et de l'univers. On sait à quel rythme les galaxies sont nées. On sait remonter à la forme des galaxies jusqu'au premier milliard d'années de l'univers. On a maintenant la capacité de voir les déformations de l'espace-temps jusqu'à des très grandes distances. On voit beaucoup de choses. Maintenant que je vous ai dit ça, on va passer à notre séminaire. Donc, le sujet de ce livre dont je vais vous parler, c'est une réflexion sur quelles vont être les implications liées à ces trois astres, à ces trois êtres qu'on appelle matière noire, énergie noire et trou noir. Et la question qui est sous-jacente, c'est est-ce qu'on est à la veille d'une révolution scientifique majeure ou pas ? Et c'est vrai que j'aime bien me dire qu'on est à la veille d'une révolution scientifique majeure, et finalement, ce qui me motive tous les jours quand je me lève le matin, c'est de me dire que peut-être que quelqu'un va faire une découverte extraordinaire, et peut-être que demain, à 14h30, vous allez lire dans le journal une découverte extraordinaire qui révolutionne complètement notre compréhension de l'univers, et ça peut arriver à tout moment. C'est pour ça qu'on est dans une époque, pour l'astrophysique, qui est extraordinaire. Pour d'autres domaines, c'est peut-être moins extraordinaire. Et donc, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que quand on a commencé à faire de la physique, je ne vais pas faire beaucoup de rappels historiques, mais je vais juste vous rappeler cette idée-là, on a observé ce qui était visible dans l'univers, par exemple des étoiles mouvantes, des astres mouvants, donc des planètes, et de là, on en a déduit l'existence de lois invisibles, comme la loi de la gravitation. Et en retour, ces lois invisibles, comme la gravitation ou les interactions fondamentales, nous ont conduit à voir de manière indirecte des composantes de l'univers qui sont elles-mêmes invisibles, mais qu'on a déduit des lois invisibles. Donc là, ça commence à être un peu plus troublant, parce que finalement, on n'avait pas du tout prévu le coup. On essayait de comprendre comment se transformait la partie visible de l'univers, on en a déduit des principes dont on ne sait pas trop bien où ils sont inscrits. Déjà, rien que l'idée qu'il existe des principes invisibles, des constantes fondamentales de la physique, qu'il existe ne serait-ce que le nombre pi inscrit quelque part, où ça est-ce que c'était au moment du Big Bang, avant, etc. Déjà, ça pose problème, mais une fois qu'on accepte ces lois invisibles et qu'on les applique partout dans l'univers, on est amené à déduire l'existence de composantes invisibles. Et maintenant, cette boucle, elle ne s'arrête pas là, parce que ces composantes invisibles nous conduisent à douter des lois invisibles qu'on a utilisées pour déduire l'existence de ces composantes invisibles. Et là, normalement, vous devriez vous dire, bon, ça va, il n'a rien compris. Et c'est ce que je vous disais au début, mais non, on connaît les galaxies lointaines, etc., etc. Donc on pourrait boucler comme ça pendant longtemps, mais on va essayer d'avancer. Alors, d'abord, si j'arrive à cliquer, voilà. Commençons par... c'est un article qui a été publié en 1919 par quelqu'un qui s'appelle Ed Barnard, qu'on voit ici, qui est un des premiers astrophotographes du ciel. Et il a écrit un article qui s'appelle « Sur les marques noires qu'on voit dans le ciel ». Et il a publié un catalogue de 182 marques noires qu'on voit dans le ciel, comme celle-ci. Et parmi ces marques noires, il a dit « Il serait imprudent de supposer que toutes les régions noires que l'on trouve sur les photographies du ciel sont dues à la présence de masses opaques situées entre nous et les étoiles. » Vous avez deux possibilités quand vous voyez un truc comme ça. Soit quelque chose masque la lumière des étoiles, soit c'est un trou. Il a dit dans un nombre considérable de cas, aucune autre explication n'est possible, mais certaines de ces régions sont assurément des vides. Alors le problème, c'est que
et c'est ce qui a été souligné par l'éditeur de l'Astrophysical Journal lorsque ça a été publié, il a mis dans l'introduction du journal, il a dit « Si ce genre de choses étaient des trous, alors il faudrait expliquer pourquoi on ne voit pas les étoiles qui sont en arrière-plan. Et donc ça ne peut pas être des trous, ça peut être que des tubes qui sont très grands et qui sont centrés sur nous. Et donc vous auriez comme ça plein de trous qui seraient centrés sur vous parce que vous ne voyez pas les étoiles d'arrière-plan. » Et donc l'éditeur a dit « Je ne crois pas à la possibilité qu'il y ait des vides, ça ne peut être que des pleins. » Alors, ce paradoxe-là entre le vide et le plein, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en astrophysique, et la quête de l'invisible, ça a d'abord été d'essayer d'aller voir dans ces régions-là. Vous voyez ici un astronome qui a l'air tout à fait malin, avec une main dans un sac poubelle, pour illustrer le fait qu'on peut cacher une main. Et derrière cette vérité profonde, on peut aussi faire une image en infrarouge et découvrir que la main, finalement, est une source de chaleur et qu'elle est bien, elle n'a pas disparu au moment où il a mis la main dans le sac. Et de la même manière, si vous regardez cette région-là en infrarouge, vous voyez à travers le sac et vous voyez les étoiles en arrière-plan qui sont là. Alors, ces étoiles que vous voyez là ne sont pas dans la petite zone, elles sont en arrière-plan, et on pense que ce globule est en fait une région qui est tellement dense que si elle était entre nous et le Soleil, on ne verrait plus le Soleil, et elle est tellement dense qu'elle va donner naissance à quelques étoiles dans le futur. Le satellite Herschel, qui a été envoyé il y a quelques années, et qui a fini sa mission, a permis d'explorer un peu plus avant ces régions noires du ciel et de faire une découverte majeure sur la façon avec laquelle naissent les étoiles. Vous voyez ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien avec le contraste qu'on a ici, mais ici vous avez une zone sombre, une espèce de filament noir, et de la même manière on peut se demander est-ce un vide entre les étoiles ou est-ce que c'est de la matière dense. Donc c'est la région sombre numéro 168, imagée par Ed Barnard, et qui est à 4000 années-lumière de nous, et quand on la regarde maintenant dans l'infrarouge lointain, on constate que dans la région sombre se trouve une source de lumière, alors que dans les régions lumineuses se trouvent des sources d'obscurité dans l'infrarouge. Et quand on regarde un peu plus, avec un plus grand contraste dans l'infrarouge lointain, on décèle la présence de filaments de poussière dans lesquels se trouvent les cocons d'étoiles qui vont naître, et il se trouve que les plus grandes sources de lumière sont celles qui sont dans ces régions sombres. Si vous comptabilisez la quantité de lumière qui est faite par la totalité des étoiles que vous aviez dans l'image visible, elle est moins grande que la quantité de lumière qui est faite dans les régions comme ça. Pourquoi ? Parce qu'un soleil fait une puissance lumineuse d'un soleil. Vous me suivez ? Un soleil fait une puissance lumineuse. 10 soleils font 10 puissances lumineuses d'un soleil. Mais la masse de 10 soleils dans une seule étoile fait 4000 puissances lumineuses d'un soleil. Vous avez mis que 10 fois la masse du soleil. Donc si vous faites une étoile de 10 masses solaires, vous faites autant de lumière que 4000 étoiles. Si vous faites une étoile de 20 masses solaires, c'est à la puissance 3,5, de l'ordre 2. Donc en fait, il suffit de quelques étoiles massives pour faire plus de lumière que toutes les autres étoiles. Sauf que ça a un prix. C'est quand on est gros, on meurt jeune. Non, je sais, ma femme me le dit tous les jours. Et elle m'a offert la montre, d'ailleurs, ça suit le rythme cardiaque, et ça m'a traumatisé. Si on a le droit à 1 milliard de pulsations cardiaques, ce qui est la loi, machin. Mais revenons à nos trucs. Ça veut dire que ces étoiles vont mourir en quelques millions d'années, alors que le Soleil peut vivre 10 milliards d'années. À la vitesse à laquelle se déplacent les étoiles dans leur nuage, elles ne vont pas sortir du nuage où elles sont nées. Donc, ces étoiles, qui ont quelques dizaines de masses solaires, vous ne les verrez jamais, à part quelques cas où elles ont commencé à détruire le nuage de poussière qui est autour d'elles, et vous pouvez commencer à les voir. Donc, la plupart des étoiles qui viennent de naître sont invisibles, elles sont dans la poussière. Or, c'est un problème, parce que quand vous regardez le ciel, vous pouvez utiliser le fait que la lumière met un certain temps à vous arriver pour voir des époques reculées dans le passé. Plus un objet est lointain, plus vous le voyez dans un lointain passé, et si vous avez plusieurs images comme ça, vous pouvez faire un film. Sauf que ce que vous voudriez savoir, c'est ce qui s'est passé au moment de l'image que vous avez prise, pas
que vous preniez une image de l'univers lointain et vous voyez quelque chose qui est là depuis 3 milliards d'années. Vous voulez voir les choses qui naissent en temps réel pour pouvoir comprendre comment les étoiles et les galaxies, comment l'univers évolue et tester vos connaissances sur les lois invisibles qui régissent la matière lumineuse. Mais pour faire ça, il faut voir des choses instantanées. Ces étoiles massives, comme elles ne vivent que quelques millions d'années, si vous les voyez, elles viennent de naître. Parce que quelques millions d'années, pour nous, à l'échelle d'un univers qui se mesure dans l'âge depuis le Big Bang, l'âge réel, on n'en sait rien, se mesure en milliards d'années, eh bien, il faut, pour cela, identifier ces étoiles, et si vous les voyez, elles viennent de naître. Donc là, vous avez un instantané. Toutes ces étoiles que vous voyez là viennent de naître, et donc si vous pouvez voir l'univers dans l'infrarouge, vous voyez les étoiles qui viennent de naître. Alors maintenant, on va prendre un autre nuage qui s'appelle Polaris, et vous voyez de nouveau ces filaments ici, et puis je vais zoomer sur cette région-là, qui est une région qui est un peu moins dense en cirrus interstellaire. Et puis, vous allez voir que dans cette région un peu moins dense, on voit des blobs, des points de lumière. Ces points de lumière sont-ils des étoiles qui viennent de naître dans les nuages de poussière ou autre chose? Or, vous voyez que ces points de lumière ne sont pas particulièrement concentrés dans les régions poussiéreuses, mais sont distribués un peu partout. Mais ces points de lumière-là sont des points de lumière infrarouges aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ces points de lumière viennent d'autres galaxies qui sont en arrière-plan de notre galaxie, et chacun de ces points de lumière, c'est 100 milliards d'étoiles, dont une petite partie sont des étoiles qui font 10, 20, 30 fois la masse du Soleil, qui font des milliers de fois la lumière du Soleil, qui sont dans leur nuage de poussière, qui viennent de naître, qui chauffent la poussière et qui font un de ces blobs. Et derrière, avec cet ensemble de points-là, vous avez en temps réel des objets qui viennent de naître, mais à des époques qui remontent à des milliards d'années dans le passé. Donc là, cette fois, on n'est plus en train de regarder la naissance d'étoiles, on est en train de regarder la naissance de galaxies tout entières, ou de régions où naissent une grande quantité d'étoiles dans des galaxies tout entières. Et donc voilà l'histoire de tous ces blobs rouges, bleus, jaunes. Alors la couleur, ça dépend de leur température, la température de la poussière, de leur distance. Ne rentrons pas dans les détails parce qu'il y a toute une vie de travail derrière, mais zoomons juste sur une patte de léopard. Ici, vous avez quelques galaxies, puis là, vous avez ce petit truc orange qui a l'air de rien. Mais quand vous zoomez dessus, dans l'image du télescope spatial Hubble, vous voyez la patte d'un léopard ou d'un chien ou d'un animal, qui est en fait une galaxie dont la lumière a été émise 12,3 milliards d'années dans le passé, donc 1,5 milliard d'années après le Big Bang, et qui forme 2000 soleils par an. Donc là, il se produit une quantité prodigieuse d'étoiles dans une galaxie qui est en train de naître et dont on est en train de voir la naissance, mais en temps réel. Cette fois, non pas d'une étoile, mais d'une galaxie. Donc on est passé de nuages de poussière, on voyait naître une étoile, à des nuages de poussière, on voit naître une galaxie tout entière. Alors, bien sûr, pour ça, il a fallu intégrer avec le satellite, qui est une des pierres angulaires de l'Agence spatiale européenne, Herschel, qui porte le nom d'Herschel parce qu'Herschel est celui qui a découvert William Herschel l'infrarouge. Il faut beaucoup de travail pour arriver à ça, mais voilà ce que ça fait. Alors maintenant, revenons à notre génie du sac à main. Vous avez maintenant la partie visible qui est ici, qui est l'image du télescope spatial Hubble, et la partie infrarouge qui est ici, qui est l'image de la chaleur rayonnée par des étoiles qui ont 10, 20 fois la masse du Soleil, qui font à elles seules des milliers de fois la lumière du Soleil, mais qui sont noyées dans leur nuage de poussière, et dont la lumière est absente de cette image-là, mais est présente dans celle-ci au prix que seules quelques-unes apparaissent, parce que toutes les galaxies ne viennent pas de naître en même temps. Donc vous voyez de l'instantané là, avec la limite de sensibilité de votre instrument. Et puis ici, vous voyez toutes les petites étoiles qui vivent des milliards d'années, mais qui sont plus difficiles à mesurer. Et puis certaines qui sont sorties de leur nuage et qui vous disent « Attendez, on vient aussi de naître, nous. Donc nous aussi, on a des trucs à vous dire. » Alors, au commencement était le fond diffus cosmologique que vous connaissez tous. J'ai moi-même fait cette demi-sphère. Et celui qui me dit que ça ressemble à une gamelle de chien... qui m'explique comment on fait une sphère, je n'ai pas réussi. Pourtant, j'en ai vu dans certains livres. Mais derrière cette gamelle se trouve une information très utile, qui est le fait que ces petites différences dont vous avez tous entendu parler, qui ont été mesurées par le satellite Planck, sont, entre guillemets, les germes à partir desquels vont naître les galaxies. Alors je dis entre guillemets parce qu'en fait, les plus petits de ces grumeaux ici font plusieurs millions d'années-lumière de taille, et donc ils n'ont rien à voir avec les germes des galaxies. Il faut, pour pouvoir déduire quels étaient les germes des galaxies, extrapoler à partir de ça
à partir de raisonnements qui peuvent être logiques, mais qui peuvent être faux. C'est des millions d'années-lumière, chacun de ces grumeaux. Et à partir de là, vont croître par l'effet de la gravité les galaxies. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment, à partir de cette gamelle primordiale, est né l'univers avec toutes ces galaxies, avec un contraste de densité qui est très très grand. Ici, quand vous vous déplacez d'un point à l'autre, la densité varie de 0,001%. Donc c'est quasiment rien. Et quand vous allez ici, vous voyez qu'il y a des contrastes de densité qui sont de plusieurs millions et donc qui sont énormes. Donc vous gagnez un facteur 100 milliards de l'un à l'autre. Et le problème, c'est que si vous laissez la gravité faire grossir ces petits trucs-là, eh bien, entre cette époque qui date de 13,8 milliards d'années et aujourd'hui, ces trucs-là ne peuvent grossir que d'un facteur 1000, c'est-à-dire qu'ils sont ici à 10-5, ils peuvent arriver à 10-2, donc 1%. Il est impossible de faire l'univers que vous voyez là à partir de ces petits germes-là, tels qu'on les voit. Donc il y a un problème. On ne peut pas, à partir de la matière qu'on voit, expliquer l'univers qu'on voit. Alors, voici le Big Bang, qui est ici, et ensuite, 600 millions d'années après, 2 milliards d'années après, 4 milliards d'années après, 7 milliards d'années après, 13,8 milliards d'années après, c'est ici. Donc ça, c'est la flèche du temps. Et ici, vous avez le point zéro de notre connaissance. Alors maintenant, ici, j'ai illustré de façon artistique ce qu'on appelle les âges sombres, c'est-à-dire l'époque qui date d'avant la naissance de la première étoile ou de la première galaxie. Et dans ces âges sombres, eh bien, on n'a aucune lumière pour aller voir ce qui s'est passé. Et maintenant, on va prendre une boîte d'univers qui a quelques millions d'années-lumière de taille, une boîte. Et cette boîte, vous voyez qu'elle est plus petite ici que là, parce que quand l'univers était petit, c'est-à-dire quand la partie de l'univers observable, quand vous remontez dans le passé, la partie de l'univers observable était beaucoup plus concentrée sur elle-même. Et donc, si vous voulez suivre la même partie de l'univers, votre boîte fictive doit grandir avec l'univers. Et si vous aviez, par exemple, 7 galaxies dans cette boîte-là, eh ben c'est 7 galaxies, et qu'il n'y avait aucune évolution, aucune étoile ne naissait, aucune galaxie naissait, mais imaginons que les galaxies aient toujours été là de tout temps, eh bien vous auriez toujours 7 galaxies dans chaque boîte, et puis la boîte va grandir, et vous avez toujours 7 galaxies, rien ne se passe. Donc ça, c'est un univers qui est le plus ennuyeux qui puisse exister. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remonter la véritable histoire de naissance des galaxies et pas simplement celle où les galaxies étaient déjà là. Donc pour ça, on va commencer à se demander quelle est la partie visible de l'histoire de l'univers, celle qui est décrite par le télescope spatial Hubble. Avec un peu d'informations sur l'instantané, c'est la partie de la lumière ultraviolette qui a échappé à la poussière, et voilà l'histoire qu'on voit. Cette histoire a commencé ici avec un taux de naissance d'étoiles et de galaxies. Cet axe ici, c'est le nombre de galaxies qui naissent, le nombre d'étoiles qui naissent par unité dans cette boîte de l'univers. Et vous voyez que ça a monté, de plus en plus de galaxies, d'étoiles, de formations d'étoiles se sont produites, et puis ça a chuté jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on va passer à la partie invisible de l'histoire, celle des quelques blobs où naissent les étoiles de 10-20 masses solaires qu'on voit dans l'infrarouge. Et vous voyez que ça monte aussi, et puis ça descend, mais c'est toujours au-dessus. C'est-à-dire que vous avez un facteur de l'ordre de 6-7 fois plus de formation d'étoiles que vous pouvez voir avec l'infrarouge que ce que vous pouvez voir à partir de la partie visible. Donc, première étape dans notre quête de la recherche de l'univers invisible nous enseigne que la véritable histoire de notre naissance, à travers l'histoire de la naissance des étoiles dans l'univers et des galaxies, eh bien, elle a cette forme-là, elle a augmenté jusqu'à il y a quelques milliards d'années, puis chuté. On est dans une phase de crise où la formation des galaxies chute de façon drastique. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi, ayant fait ce bilan complet, pourquoi les galaxies, à partir de ces germes-là, ont commencé à monter puis à descendre pour arriver à l'univers d'aujourd'hui. Alors pour comprendre ça, il faut d'abord essayer de comprendre comment résoudre l'énigme du début qui était qu'on ne peut pas former les galaxies telles qu'on les voit là à partir de ces simples petits grumeaux, parce qu'il n'y a pas assez de temps pour que les gravités agissent. Et donc là, certains d'entre vous, j'imagine, connaissent bien cet homme, Fritz Zwicky, mais je voudrais juste vous raconter une petite anecdote. Il était un étudiant, il a reçu une bourse Rockefeller
pour aller travailler aux États-Unis, pour développer des travaux en mécanique quantique. Il travaillait sur la physique du solide, sur la mécanique quantique. Et quand il est arrivé là-bas, on lui a demandé où est-ce que tu veux travailler. Il a dit je voudrais travailler dans un endroit où il y a des montagnes, parce qu'il adorait le ski. Quand il a appris qu'à Caltech, il y avait des collines, des montagnes autour, il s'est dit c'est bon. Et quand il est arrivé là-bas, il a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas des montagnes, c'est juste des petites collines. Qui était Caltech, une des plus grandes universités américaines, mais lui, il n'en avait rien à faire. Ce qu'il voulait, c'était skier. Et donc, il est accueilli par Bob Millikan, prix Nobel de physique, et il lui dit « Monsieur Millikan, j'ai lu tous les articles que vous avez écrits, j'ai écouté toutes les conférences que vous avez données, et je peux vous dire catégoriquement que je n'ai jamais trouvé la moindre idée originale que vous puissiez honnêtement revendiquer comme la vôtre. » Très bien, jeune homme, et vous? Moi, j'ai une idée originale tous les 2 ans, et j'irai même plus loin, nommez le sujet, je vous apporterai l'idée nouvelle. Très bien, je nomme l'astrophysique. Alors, il y a un petit contexte derrière ça, c'est qu'en pratique, Bob Millikan était en train de chercher, il avait eu le prix Nobel pour la mesure de la charge de l'électron à travers une expérience qui s'appelle l'expérience de la goutte d'huile, et Bob Millikan était en train de chercher l'origine de ce qu'on appelle les rayons cosmiques, et pour lui, c'était de la lumière produite lors de la naissance des atomes dans l'espace interstellaire, et il appelait ça le cri de Dieu, et la signature divine de la formation dans les cieux des atomes à l'origine de l'homme, etc. Et donc, ça, Zwicky ne supportait pas. Donc c'est pour ça qu'il est venu le provoquer. Du coup, Zwicky est parti en quête de l'origine des rayons cosmiques. Il a compris que c'était des particules parce qu'il savait qu'il y en avait un taux différent à l'équateur et au pôle, et que la seule chose qui variait, c'était le champ magnétique, et que les photons, n'étant pas sensibles au champ magnétique, ça devait être des particules chargées. Il en a déduit que ça devait être des explosions d'étoiles qui faisaient ça, parce que l'énergie qu'il fallait fournir devait être prodigieuse. Et donc il a pris une étoile, il s'est dit si je la concentre et je convertis son énergie gravitationnelle en énergie dynamique, combien faut-il comprimer une étoile pour avoir l'énergie qu'il faut? À l'époque, on pensait aux novées, on connaissait les naines blanches, mais il s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Il a inventé le terme de supernovae, il a inventé les étoiles à neutrons pour comprimer suffisamment la matière, pour avoir suffisamment d'énergie pour faire ces supernovae et accélérer les rayons cosmiques. Les étoiles à neutrons ont été, l'existence des étoiles à neutrons a été validée quelques années après. Et Fritz Zwicky est parti en quête de l'explosion d'étoiles pour expliquer l'origine des rayons cosmiques. Et ces explosions d'étoiles, il savait que dans la Voie lactée, il y en avait typiquement une par siècle. Il y en a eu une qui a été vue en 1054 par les Chinois, qui s'appelle la supernova du Crabe, puis Tycho Brahe en a vu une, Kepler en a vu une. Bon, ça ne fait que quelques-unes, et il s'est dit, une par siècle, je ne vais pas attendre un siècle, il me faut à peu près 1000 galaxies dans une région, dans un champ de vue pour pouvoir avoir la possibilité d'en voir une de temps en temps, une par mois par exemple. Et donc il a observé l'amas de galaxies de la chevelure de Bérénice, l'amas de Coma, et à la recherche d'une petite variation de lumière, parce que lorsqu'une étoile explose comme ça en supernova, elle fait autant de lumière qu'1 milliard d'étoiles. Alors il était connu, Zwicky, pour avoir un caractère un peu particulier. Il traitait ses collègues d'enfoirés sphériques, ce qui veut dire que, en fait, pour lui, quand on lui posait la question de savoir pourquoi sphérique, il disait parce que quel que soit l'angle sous lequel vous les regardez, ils sont tout aussi enfoirés. Mais derrière ça, il y avait un point qui était important, c'est qu'il considère qu'on est tous, en réalité, des abrutis sphériques. Dans le sens où un être humain va toujours chercher dans une même direction et il ne va pas explorer véritablement tout le champ de la connaissance. Et donc il a développé une méthode qui s'appelle la méthode morphologique pour changer la morphologie de l'espace des connaissances qu'on développe quand on fait de la recherche. Et cette méthode, il a dit, il y a eu Descartes, maintenant il y a moi. Et c'est pour ça qu'il a dit que j'ai une idée géniale tous les 2 ans. Si vous voulez, on pourra en parler, parce que cette méthode, vous pouvez l'appliquer dans la vie de tous les jours. Ça peut vous amener à des idées complètement farfelues, mais bon, lui, apparemment, ça a marché. Et la première chose qu'il a constatée, c'est que la distribution des galaxies, qui sont chacune constituées de 100 milliards d'étoiles, mais qui sont ici chacune un point sur cette image, eh bien, sont plus concentrées au centre que sur les bords. Et ça prouve que cet ensemble de galaxies doit être soudé par la gravité. C'est un système autogravitant. Et si le système est soudé par la gravité, s'il est autogravitant, ça veut dire qu'aucune de ces galaxies n'a assez de vitesse pour échapper à la gravité du système, sinon il ne serait pas autogravitant. Alors, on peut
voyez, dans ces sphères, vous voyez qu'il y a c'est plus dense, moins dense, moins dense. Donc on a vraiment l'impression que c'est soudé vers un centre qui est ici. Et à ce moment-là, on peut appliquer une formule mathématique qui est le fait que lorsque vous avez un ensemble de particules, ici c'est des galaxies, qui sont soudées par la gravité, eh bien, la masse totale de ces particules eh bien, est directement liée à la taille du système fois la vitesse au carré. Plus vous avez un objet massif, plus il peut contenir des objets à grande vitesse. C'est facile à comprendre. Si le Soleil était 10 fois plus massif, la Terre pourrait tourner 10 fois plus vite autour du Soleil. Donc avec cette loi simple, il suffit que vous connaissiez la taille du système et la vitesse des galaxies pour déduire la masse de l'ensemble. Alors, Zwicky connaissait 7 vitesses de galaxies et ce qui compte, c'est la vitesse relative les unes par rapport aux autres dans le système, et il a compris que c'était 1000 km par seconde, donc c'est à peu près 4 millions de km/h, ce qui est beaucoup. Il faut une masse énorme pour empêcher des galaxies qui se déplacent à ces vitesses-là de sortir. Il en a déduit que la masse de l'amas de Coma était 400 fois plus grande que la masse qu'il y avait dans les galaxies. 400 fois. Et donc il a appelé ça de la Dunkley Matter, de la matière noire. Alors il s'est planté à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il croyait que la loi de Hubble, qui vous donne la vitesse à laquelle l'univers s'étend en fonction des distances, avait un coefficient de proportionnalité de à peu près 560, alors qu'en réalité, on sait qu'il est à peu près de 70. Donc il s'est trompé d'un facteur 8 sur ça, ce qui fait qu'il s'est trompé d'un facteur 8 sur la taille du système. Parce que si vous trompez sur la distance, vous voyez ici, ce que je vous ai montré ici, le cône rouge, c'est le même angle ici. Donc si vous êtes loin, pour cet angle-là, vous croyez que vous voyez un rayon aussi grand que ça. Et si vous êtes plus près, pour le même angle, vous croyez que vous voyez un rayon plus petit. Donc la taille physique de l'objet va dépendre de la distance à laquelle vous êtes. Et si vous vous trompez d'un facteur 8, vous vous trompez d'un facteur 8 sur la taille. Et comme c'est directement lié, la masse et la taille, c'est proportionnel, eh bien, il s'est trompé d'un facteur 8 sur la taille. Maintenant, il y a autre chose. C'est que 3 ans après lui, un autre homme, Sinclair Smith, a fait la même chose sur un autre amas de galaxies. Et lui, il a constaté que le même processus était observable dans cet amas de la Vierge, l'amas de Virgo, mais il en a déduit quelque chose de différent. Il s'est dit, soit il faut faire intervenir plus de masse, comme l'a dit Zwicky, soit c'est qu'il existe beaucoup plus de matière entre les galaxies que dans les galaxies. Or, on l'a vu, entre les étoiles, il y a beaucoup de matière dans l'espace interstellaire. Pourquoi n'y aurait-il pas beaucoup de matière entre les galaxies ? Et il a d'autant plus raison qu'on sait aujourd'hui que 90% de la matière normale qui nous constitue dans l'univers n'est pas dans les galaxies, mais en dehors des galaxies. Il y a donc de la matière noire normale qui est en dehors des galaxies, et dans les amas de galaxies, on peut la voir, cette matière-là, parce qu'elle rayonne dans les rayons X, parce qu'elle est chauffée à des températures de plusieurs millions de degrés. C'est à ça que faisait référence tout à l'heure Florence Duret, sur laquelle elle travaille. Et cette matière, là, du coup, je fais un coup de pub, on a découvert avec Tao Wang, mon postdoctorant, l'amas de galaxies que vous voyez ici, le plus lointain de l'univers, qui, dans la lumière, met 11,2 milliards d'années à nous arriver. Cet amas-là, que vous voyez là, vient de sortir, il est tout frais. Et à lui seul, il pose des questions d'ailleurs pour les modèles cosmologiques, parce qu'il est né très tôt dans l'histoire de l'univers et il est énorme. Et donc, ce que vous voyez en violet, c'est la matière diffuse entre les galaxies. Donc si vous prenez en compte cette matière diffuse, vous trouvez qu'il y a en fait 4 fois plus de masse que ce qu'il y a dans les galaxies. Donc si vous prenez en compte ça, plus le fait que Zwicky s'est trompé d'un facteur 8, vous transformez votre facteur 400 en un facteur qui est de l'ordre de 10. C'est-à-dire qu'en fait, il reste quand même de la matière qu'on n'arrive pas à expliquer, même en prenant en compte la masse qui est entre les galaxies. Dans les années 70, Vera Rubin, qui est décédée il y a quelques jours, a fait l'observation que les étoiles tournaient autour du centre des galaxies à des vitesses qu'on voit ici en vert, qui sont à peu près constantes quand on s'éloigne de la galaxie, alors qu'elles devraient diminuer en suivant la même loi que la loi de Kepler dans le système solaire. Et qu'en a-t-elle déduit ? Voilà. Ce que je viens de dire, c'est ce qu'elle en a déduit. Elle n'en a rien déduit du tout. C'est-à-dire qu'on pense que Vera Rubin a déduit de ça la preuve définitive de l'existence de la matière noire. En fait, ce qu'elle a dit, c'est que, bon, si on adopte le credo de tout le monde, effectivement, il y a plus de matière noire que de matière normale. Mais en réalité, c'est probablement une mesure du rapport ignorance sur connaissance pour l'homme.
Et quand vous discutez avec elle, ce qu'ont fait certains, elle a clairement dit ensuite que pour elle, c'était la gravité qui devait être fausse. Alors, ce n'est pas parce que Vera Rubin l'a dit qu'il faut le croire, mais ce que je veux dire, c'est que dans son article, dans tous ses articles, cette femme, qui a fait un travail extraordinaire à une époque où elle n'avait pas le droit d'accéder au télescope parce que c'était une femme, et quand elle demandait pourquoi, on lui disait parce qu'il n'y a pas de toilette pour les femmes. Donc elle a décidé une petite figurine de femme, elle l'a collée sur une des portes des toilettes, elle a dit bah maintenant il y en a. Et donc c'est elle qui a complètement révolutionné le domaine parce que dans les années 70, l'article de Zwicky a été cité à un fort taux, alors que jusque-là, il n'a jamais été cité. Il y a eu d'autres travaux qui ont amené à nous faire réaliser qu'il fallait donc faire appel à une autre forme de matière. Dernière chose, cette matière, on peut la voir autrement. Zwicky, parmi ses idées géniales, a dit « j'ai fait le calcul » et en fait, la manière la plus optimale pour voir ça, c'est de voir comment la masse transforme l'espace-temps et le plie en quelque sorte et crée ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles. Vous avez ici un ensemble de galaxies. Ici, c'est la distribution des galaxies en fonction de leur distance par rapport à nous. Et vous pouvez imaginer ces galaxies comme des îlots, un peu comme un archipel. Et vous avez la partie émergée de l'archipel que vous voyez ici avec des contours, mais en dessous, vous avez des masses énormes. Et de la même manière, lorsque la lumière doit partir d'un point pour aller à un autre, alors qu'elle devrait parcourir ce trajet en ligne droite, elle suit les contours de ces déformations de l'espace-temps, ou ici de la topologie, et elle finit par vous arriver par différents chemins. Vous croyez que la lumière vient de là, de là, de là, mais en fait, ça vient d'un même point, et ça vous donne ces arcs gravitationnels. Ici, cet arc gravitationnel a été pour la première fois imagé en 1987 par Yannick Mélier et ses collaborateurs qui travaillent ici, et qui a permis de déduire qu'il y avait beaucoup plus de masse que ce qu'on voyait, de manière tout à fait en accord avec les autres mesures. Alors maintenant, on en arrive à l'histoire que je peux raconter ici, mais que je ne peux pas raconter dans mon institut de recherche, parce que moi je travaille au CEA de Saclay. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire du fou qui cherche sa clé. Mais il cherche sa clé pour rentrer chez lui, mais quand je la raconte à Saclay, les gens me disent « mais pourquoi il cherche sa clé? Il suffit de prendre la 118 et on sort à... » Mais ici, on est à l'IAP, donc je peux dire l'histoire du fou qui cherche sa clé. Donc je vous ai mis un lampadaire. Vous connaissez tous l'histoire du fou qui cherche sa clé, mais vous savez très bien qu'il faut toujours laisser les gens raconter leurs histoires et pas dire ça. Donc vous avez un type qui voit un autre type. L'autre type est en train de chercher quelque chose sous un lampadaire. Et le premier lui dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» Alors je suis content parce que je la raconte, mais vous ne pouvez pas m'empêcher. Quand je suis tout seul avec quelqu'un, il me dit « c'est bon, je la connais ». Mais là, vous êtes trop... Donc je continue. Et donc il dit qu'est-ce que tu fais? Je cherche. Mais tu cherches quoi? Ma clé. Mais tu l'as perdue sous ce lampadaire? Non. Alors pourquoi tu cherches sous ce lampadaire? Parce que là, il y a de la lumière. Alors, dans l'histoire, c'est un fou. Mais nous, on appelle ça un astronome. Alors, en pratique, un astronome, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un lampadaire. On appelle ça un quasar, nous. La matière qui est entre les galaxies, dont je vous ai dit qu'elle était invisible, elle est trop peu dense, trop peu lumineuse pour que vous la voyiez. 90% de la matière normale est située entre les galaxies. Donc, vous ne pouvez pas trouver la clé de l'histoire des galaxies. C'est joli, hein, c'est la clé de... Bon. Et vous ne pouvez pas trouver la clé de l'histoire des galaxies sans avoir vu la matière qui est située entre les galaxies. Et donc, vous cherchez sous le lampadaire, qui est un quasar, dont la lumière, pour arriver jusqu'à vous, traverse les nuages de matière intergalactique et qui va être absorbée par cette matière intergalactique, s'il y en a, et qui va vous permettre d'étudier la nature de cette matière intergalactique. Par exemple, de voir si elle est constituée d'atomes d'hydrogène, de deutérium, d'hélium, de lithium, etc. Et vous pouvez comme ça remonter très très loin dans le passé de l'univers pour voir quel était l'état de la matière. Et quand les gens font ça, d'une part, ils arrivent à voir que dans les époques les plus reculées de l'univers, quand on comptabilise la quantité de matière qui est traversée par les quasars, ça rend bien compte des 90% de matière manquante dont je vous disais qu'elle n'est pas dans les galaxies. On la retrouve. Mais quand on regarde ça aujourd'hui, dans l'univers proche, on ne la retrouve pas. On cherche toujours sa clé. Ou votre clé, mais là ça marche pas. Et donc, maintenant, on peut aussi mesurer la proportion de deutérium, c'est-à-dire un proton et un neutron, qu'il y a dans ces nuages. Or, le deutérium, il est
très efficacement détruit dans la formation d'étoiles, il va évoluer au cours du temps, et selon la densité de matière, ce deutérium va évoluer pour donner naissance à des éléments de plus en plus lourds. Plus vous avez d'atomes, plus il y a de chances qu'ils se rencontrent. Donc si vous aviez 2 atomes dans l'univers, la probabilité qu'ils se rencontrent et qu'ils fusionnent est très faible. Si vous en avez une myriade dans une petite région, ils vont se rencontrer plus souvent. Et donc vous pouvez comme ça prédire en fonction de la densité de matière qu'il y a dans l'univers, quelle est la proportion que vous attendez de ces éléments légers qui sont nés dans le chaudron alchimique primordial au cours des 15 premières minutes de l'histoire de l'univers. Et ce qu'on voit, c'est que la proportion qui est effectivement mesurée nous donne à penser, par rapport au modèle, qu'on ne peut pas avoir une densité de matière dans l'univers plus grande que 4% de la densité critique qui pourrait refermer l'univers sous l'effet de la gravité. Donc en gros, 4% d'une unité de mesure qui s'appelle la densité critique. Et donc, ça vous dit qu'il y a donc uniquement 4% de cette densité critique de matière normale, mais quand on regarde maintenant la quantité de matière totale qu'on observe dans l'univers, eh bien, il y en a à peu près 30% de la densité critique. Donc vous avez donc 25% qui sont faits de matière non normale, parce que sinon elle aurait participé à ces fusions de particules, à moins que. Mais le à moins que va arriver après. Donc maintenant, on a de la matière pas normale, qui est de la matière noire, qui n'est pas lumineuse, qui ne rayonne pas de lumière, et qui donc n'est pas sensible aux effets de dilatation par la lumière. Elle n'est pas diffusée, elle peut s'agglomérer sous l'effet de la gravité, et c'est tout. Et donc c'est ce qu'on représente ici par ces puits gravitationnels. Et les galaxies vont naître dans les puits gravitationnels plus profonds que les grumeaux qu'on a vus tout à l'heure, qui sont des puits faits de matière noire. Si maintenant vous ajoutez aux petits germes dont j'ai parlé tout à l'heure des puits gravitationnels creusés par la matière noire, dans lesquels la matière lumineuse peut s'effondrer et même osciller, alors à ce moment-là, vous avez suffisamment de gravité pour donner naissance aux galaxies. Comment vont-elles naître? Voilà comment elles vont naître. La matière noire crée des puits gravitationnels, la matière normale tombe dedans et s'écoule. Enfin, ce n'est pas si cool que ça, parce que, en réalité, la matière noire coule, mais au lieu de remplir les creux, eh bien, elle s'arrête. Donc, c'est comme si vous aviez des lacs creusés, avec de l'eau tout autour, mais l'eau tombe, et elle s'arrête à un certain niveau, et elle arrête de tomber. Donc, là, maintenant, on a un problème. Quelque chose dans notre histoire de la naissance des galaxies. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est ce qu'on observe quand on regarde toutes nos galaxies. On regarde quelle est la quantité de matière noire, quelle est la quantité de... Bon, je passe des choses... En réalité, on ne dessine pas des trucs comme ça, nous. Parce que je vois des gens qui se disent « Oh, mais si c'est ça, moi j'aurais pu faire astrophysicien. » Et je le fais mieux, j'ai PowerPoint numéro tant. Non, c'est une illustration de ce qu'on fait. C'est plus compliqué. On fait des trucs super compliqués. Mais qu'on ne comprend pas. Et donc, on raconte aux gens qui disent « Ah, c'est super. » Voilà. Et donc, on a des puits, comme ça, à 1D. Alors, qu'est-ce qui peut s'opposer à la gravité? Eh bien, on va faire comme Zwicky. Il faut de l'énergie. Comme d'habitude, les supernovae. Alors, les supernovae, c'est des étoiles qui explosent, qui déploient beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là peut pousser la matière qui est dans les puits et l'envoyer ailleurs. Si vous faites ça maintenant sur un gros puits, très creusé, très profond, et vous mettez vos supernovae, eh ben, elle ne peut pas sortir du puits gravitationnel. Il y a trop de gravité dans ces puits-là. Donc les supernovae, les explosions d'étoiles, ne suffisent pas. Il faut ajouter un autre acteur. Ce sont les jets de matière produits par les quasars, c'est-à-dire la matière qui tourbillonne, qui tombe au cœur des galaxies, là où vous avez des trous noirs supermassifs, qui produit des jets de matière et qui va chauffer la matière autour, parce que si vous faites évaporer la matière qui devait tomber, elle ne va pas tomber dedans, cette eau-là. En réalité, ce n'est pas exactement l'évaporation, mais c'est une possibilité. Donc les gens se disent, ça y est, on a résolu le problème. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accusé le trou noir, qui le pauvre n'a rien demandé et qu'on ne peut pas voir, donc ça va être le coupable idéal, de quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à prouver, parce qu'à chaque fois qu'on voit un quasar, on voit toujours beaucoup de formations d'étoiles dedans. Alors quand on dit qu'on a un problème et qu'on n'a pas résolu le problème, certains disent, mais c'est parce qu'au moment où il est allumé, il est en train d'agir, mais il n'a pas encore agi. Donc il y a des délais, etc. En réalité, la question qui se pose aujourd'hui à nous, c'est la question suivante. D'un côté, vous avez de la matière noire qui crée des puits gravitationnels dans l'univers et qui est ce qui permet aux galaxies de naître. Sans elle, il serait impossible que les galaxies naissent dans notre conception actuelle de la physique, c'est-à-dire avec les lois de la gravité telles qu'on les connaît, etc.
Et puis, vous avez les trous noirs qui s'opposent à la gravité, et au lieu que ça continue de monter, qui empêche la matière de tomber, et qui fait que la formation des galaxies vit une crise, alors que 90% de la matière est en dehors des galaxies. Ce n'est pas comme s'il manquait de réservoirs. Donc l'histoire de l'univers, avec ces galaxies, est peut-être le résultat d'une guerre entre la matière noire et les trous noirs. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, le héros de Star Wars, c'est le fils de Dark Vador. Ce que je veux dire là de façon ultra subtile, c'est qu'il est possible qu'il y ait un lien de pair, de filiation, disons, entre la matière noire et les trous noirs. Alors le premier qui a dit ça, il s'appelle Stephen Hawking, et dans un article publié en 1971 qui s'appelle Gravitationally Collapsed Objects of Very Low Mass, il a simplement dit « Nous suggérons ici qu'il pourrait exister un très grand nombre de petits objets qui se seraient effondrés sur eux-mêmes sous l'effet de la gravité pour former des micro-trous noirs de plus de 10 microgrammes à la suite des fluctuations d'énergie primordiales de l'univers. Ces micro-trous noirs pourraient constituer la majeure partie de la masse de l'univers. » Alors pourquoi ? Parce que, en fait, ça se passe bien avant cette nucléosynthèse primordiale dont je parlais tout à l'heure, la formation de tous ces atomes. Donc vous avez le droit de mettre autant de matière que vous voulez avant, parce que ça n'aura pas d'effet sur le nombre d'atomes de deutérium, de lithium que vous formez plus tard, parce que si c'est des trous noirs, ça n'y participera plus. Vous pouvez avoir des fluctuations d'énergie au début de l'univers qui font des petits trous noirs. Et des petits trous noirs qui ont des tailles plus petites que les particules élémentaires, ben finalement, ça pourrait représenter la matière noire. Sauf que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Donc, tout d'abord, les trous noirs ont été imaginés dès le XVIIIe siècle. Ils ont été mis en équation par les travaux de Karl Schwarzschild en 1916. Enfin, c'est les travaux de Schwarzschild qui ont permis de formuler ça. Et en 1920, Chandrasekhar a montré que l'effondrement d'une étoile pouvait faire un trou noir. Donc on sait faire des trous noirs stellaires. Ce que rajoutait là Stephen Hawking, c'était la possibilité qu'il y ait des trous noirs primordiaux. En réalité, avant 2015, on n'avait que des preuves indirectes de l'existence des trous noirs. La quatrième pierre angulaire ici de la validation de la théorie de la relativité d'Einstein, ça a été en septembre 2015, quand vous avez tous été comprimés d'une fraction de la taille d'un proton. En septembre 2015, c'est très 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 difficile à sentir. Les astronomes le ressentent, ils le vivent mal. Mais surtout ceux de l'équipe européenne qui ne l'ont pas eu directement. Les Américains l'ont bien vécu. Et donc, on peut considérer qu'il y a là une manifestation directe de la gravitation d'Einstein par la propagation de déformation de l'espace-temps. Même si ce que je viens de dire là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ce n'est pas grave. L'idée des ondes gravitationnelles, on l'avait déjà eue. Il y a déjà eu un prix Nobel de physique, Hulse et Taylor, là-dessus. Ce qui est extraordinaire, c'est que la signature qui est arrivée a la forme, le rythme, l'intensité, qui ne peut s'expliquer que par la fusion de deux trous noirs avec la gravité telle qu'elle s'explique dans la relativité générale pour des trous noirs. Et donc, en d'autres termes, on a la preuve directe de la physique d'une gravité autour de trous noirs par la mesure de ces ondes gravitationnelles. Et donc, au-delà de la détection d'ondes gravitationnelles, on a la preuve directe de l'existence de trous noirs, des trous noirs qui font même 30 fois la masse du Soleil, qui peuvent être en paires et qui peuvent fusionner entre eux. C'est toute une histoire. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est que les petits trous noirs, eux, ils ont, selon Hawking, dans un article qu'il a publié en 1974, une autre propriété, c'est qu'ils pourraient éventuellement s'évaporer. Vous en avez entendu parler de cette idée-là. C'est l'idée que si une paire de particules se formait à l'horizon d'un trou noir, et que l'une des deux était à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, elle pourrait sortir. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas simplement des paires de particules, il faut faire appel à de l'énergie négative qui rend de l'énergie... Bon, on pourra en reparler après. Faisons une boule rouge et une boule blanche. Ça s'évapore. Alors, premier point, l'article d'Hawking dit « les trous noirs explosent ». C'est-à-dire que ce mécanisme va accélérer parce que plus le trou noir est petit, plus sa capacité à déchirer en quelque sorte le vide quantique est forte. Et il dit qu'à terme, un petit trou noir d'une gigatonne, un petit truc qui a la taille d'un proton, eh bien, met 13,8 milliards d'années à s'évaporer. Donc s'il était né au moment du Big Bang, il exploserait aujourd'hui. Et il exploserait dans l'équivalent d'un million de mégatonnes de bombes H. Donc là, ça pose un problème, parce que si les petits trous noirs expliquaient la matière noire et qu'ils avaient été formés au moment de l'inflation, au tout début de l'histoire de l'univers,
eh bien, il devrait s'en être formé des petits qui auraient dû exploser entre cette époque et maintenant. Et donc, on aurait dû voir ce signal et on ne le voit pas. Le problème, c'est que Stephen Hawking, même s'il s'appelle Stephen Hawking, a le droit de se planter et qu'il n'est pas prouvé que les trous noirs s'évaporent. Et le problème qui est posé par l'évaporation des trous noirs est majeur. J'en parlerai peut-être après, mais sachez que ça pose un problème de violation de la thermodynamique et du problème de la croissance de l'entropie des trous noirs, sur lequel je reviendrai après. Mais il va y avoir un moment donné où il va falloir confronter la vision de Hawking avec la vision de la thermodynamique. Et tant qu'on n'a pas trouvé de solution, il est possible que cette interprétation soit fausse, auquel cas les petits trous noirs peut-être existent et sont peut-être les acteurs de la matière noire. Alors maintenant, je voudrais vous proposer une grille de lecture pour représenter la problématique dans laquelle on est aujourd'hui. Vous avez le système solaire, vous avez un champ gravitationnel qui est fort près du Soleil, un champ gravitationnel qui est faible loin du Soleil, et quand vous regardez le mouvement de la planète Uranus, Le Verrier, Adams ont constaté que ce mouvement se décalait d'une manière qui ne s'expliquait pas par la seule gravité des objets visibles. Ils ont déduit l'existence d'un astre noir qui est la planète Neptune, et en plaçant Neptune à sa place, qui a été observé au télescope, eh bien, on pouvait expliquer le mouvement d'Uranus. Mais à cette époque-là, avant que Neptune soit découverte, le physicien Airy, par exemple, pensait que c'était parce que quand on est loin du Soleil, quand le champ gravitationnel est faible, la loi de la gravitation n'est plus la même que Newton, il faut la modifier. Et donc là, il y a ce que j'appellerais une illusion du premier type, qui est que lorsque vous voyez un phénomène que vous n'expliquez pas avec votre loi, vous pouvez être confronté à une illusion qui consiste à penser qu'il faut changer votre loi, alors qu'en réalité, c'est parce qu'il faut invoquer une forme de matière noire. Est-ce qu'il faut changer la loi, ce que certains proposent, de la gravitation dans les amas de galaxies, ou pour expliquer les courbes de rotation des galaxies? Ils disent modifions la loi de la gravité, ou bien est-ce que c'est une illusion, cette idée qu'il faut modifier la gravité, qui est provoquée par de la véritable matière noire? Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est quand Le Verrier l'a appliqué à la planète Mercure et qu'il a essayé d'expliquer le mouvement de Mercure, qui était lui aussi inexplicable par la gravité de l'ensemble des astres autour du Soleil, il a invoqué la présence de nouveau d'un astre noir qu'il a appelé Vulcain. Et puis, il l'a cherché toute sa vie, il ne l'a jamais trouvé. Il a été victime d'une deuxième forme d'illusion, l'illusion du deuxième type, que j'appelle l'illusion mercurienne. Cette fois, il fallait changer la loi. C'était la relativité générale qu'il fallait appliquer quand on est en champ gravitationnel fort. Donc on a deux types d'illusions. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la matière noire? Est-ce qu'on est dans le premier ou dans le deuxième cas? Alors là, vous faites voter les collègues et chacun va avoir un point de vue différent. Voici mon point de vue, je vais vous faire une prédiction. Le neutron a été prédit 12 ans avant sa détection. Le neutrino a été prédit 26 ans avant sa détection, à peu près un facteur 2. Le boson de Higgs a été prédit 50 ans avant sa détection, de nouveau un facteur 2. Si vous êtes encore plus subtil, la matière noire a été prédite 100 ans avant sa détection et il sera détecté en 2033, le 14 février 2033, très exactement. Point barre. Mais est-ce que la matière noire est point barresque? Ou est-ce qu'on est mal barré? Et à partir du moment où est arrivée la découverte de ces trois bonshommes, certains ont commencé à douter. Adam Riess lui-même, lorsque cette découverte a été faite, dont vous avez entendu parler, a dit « Quand vous lirez ce qui va suivre, ne croyez pas ce que votre cœur et votre raison voient, mais ce que vos yeux voient. » Parce qu'il se doutait bien que les types, s'ils commençaient à réfléchir, jamais ils le croiraient. Un tout petit écart de 30% dans la magnitude des supernovae, qui étaient utilisées comme des indicateurs de distance parce qu'elles produisaient à peu près toujours la même quantité de lumière, suggérait qu'on s'était planté sur les distances et que donc l'univers était en train de s'étendre de plus en plus vite. Et donc, en fait, on était face à un individu qui prend un ballon de football, qui shoote dedans, et au lieu que le ballon retombe, il se met à accélérer, il part. Là, le type se dit « Waouh ! Ne crois pas ce que ton cœur et ta raison voient, crois ce que tes yeux voient. Le ballon de football est parti. » Alors voilà le ballon de football. Le taux d'expansion de l'univers, ici, c'est-à-dire la vitesse à laquelle se séparent deux points qui sont séparés typiquement de 3 millions d'années-lumière. Et puis ici, c'est le temps cosmique. Donc je n'ai pas mis le Big Bang cette fois, je mets 380 000 ans après le Big Bang, qui est le moment où on commence à voir les choses, et puis après le temps s'écoule comme ça. Eh bien la vitesse, elle a diminué jusqu'à il y a 6,5 milliards d'années. Et il y a 6,5 milliards d'années, cette vitesse
d'expansion a arrêté de diminuer et elle s'est mise à augmenter. Et elle s'est mise à augmenter à tel point que si je prédis le futur à partir de ce qu'on observe, elle va augmenter de façon exponentielle, et en d'autres termes, on est au début d'un nouveau Big Bang ou d'une nouvelle inflation. Alors on appelle ça la nouvelle inflation, et celle qui a suivi le premier Big Bang, on appelle ça la première inflation, ou l'inflation primordiale. Est-ce que c'est la même? On n'en sait rien. Sachez que la première inflation a multiplié l'univers par un facteur 2 173 fois. Enfin, l'univers. La distance entre deux points a été multipliée par 2 173 fois. Combien de fois la distance entre deux points a été multipliée par 2 depuis cette accélération de l'expansion de l'univers qui a été observée? Pas même une fois. Donc, on en est à peine au premier cycle d'une inflation nouvelle, et si on ne considérait pas le temps en secondes, en minutes, en heures, en milliards d'années, etc., mais en nombre de cycles d'un phénomène qui produit une accélération de l'expansion de l'univers, ben on n'est qu'au premier cycle. Et donc, si vous voulez savoir comment ça va se terminer, il faut en attendre 173. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le futur de cette expansion accélérée, mais ce qu'on sait, c'est qu'il semble y avoir une forme d'énergie d'un autre type qui accélère les ballons de football et qui représente à peu près 68%. Alors, j'ai représenté en tronc et en branche, parce que c'est super joli, la partie non lumineuse de l'univers, parce qu'on ne les voit pas. Et puis, c'est à peu près la proportion pour un chêne de masse entre les branches, les troncs et les feuilles. Et 5% de la matière normale, c'est les feuilles. Et s'il y avait des petites cerises là-dedans, mais il n'y a pas de cerises dans les chênes, mais bon, elle ferait 0,5%. C'est réaliste comme truc. Elle ferait 0,5% de la masse. Pour vous embrouiller, on peut faire ça en camembert, parce qu'on est en France. Le noir ici, c'est 0,5%, c'est les étoiles, ces petites cerises. Ça, c'était il y a 10 milliards d'années. La matière noire dominait, et puis l'énergie noire, une petite quantité, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cet espace. Allez, on va dire énergie du vide, même si on n'en sait rien. Il y a 3,6 milliards d'années, il y avait 50-50, c'était kiff-kiff, comme on dit bourricot. Et dans 7 milliards d'années, 90% d'énergie noire. Donc ça veut dire qu'on va être complètement dominé par cette énergie. À moins que, troisième type d'illusion, qui a été proposée, où on habiterait dans une Hubble Bubble. Alors qu'est-ce que ça veut dire la Hubble Bubble, en dehors du fait que c'est super à prononcer? Ça voudrait dire qu'on serait au centre d'une sphère qui aurait un peu moins de galaxies qu'à l'extérieur de cette sphère. Et là, les galaxies qui sont à l'extérieur de la sphère, étant plus nombreuses, elles exercent plus de gravité, et donc elles font gonfler la sphère, mais de manière artificielle, simplement par la gravité. Puis vous qui êtes au centre, vous vous dites « Ah, il y a une énergie noire qui provoque l'accélération de l'expansion de l'univers. » Et les physiciens des particules arrivent et disent « Oui, on l'avait prédit, c'est l'énergie du vide quantique, parce que l'énergie du vide quantique, il faut... » etc. Non, ça serait juste, en fait, la distribution des galaxies dans l'univers. Alors c'est super, alors je l'appelle l'illusion martienne ou la troisième type d'illusion, parce que c'est une question de point de vue. On est dans un endroit spécial, de la même manière que si vous regardez le mouvement de Mars, vous le voyez faire un mouvement rétrograde et repartir. Mais ce n'est pas Mars qui bouge comme ça, c'est votre point de vue, parce que c'est vous qui bougez. Alors là, vous êtes dans un endroit particulier. Les observations qu'on a réalisées de l'univers sont maintenant tellement fines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'en fait, c'est très très difficile d'expliquer ça, d'avoir assez de différences de distribution de galaxies pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers à partir de ce qu'on connaît des galaxies. Donc, ça ne marche pas. Alors maintenant, j'arrive à la dernière, quatrième illusion, il va y en avoir 5. Comme il me reste une demi-heure, non, il me reste quoi? Donc voilà, la quatrième illusion, qui est la Maya cosmique, et qui a commencé comme ça. Donc, John Wheeler a dit « Le monde est un endroit fou, et la façon dont il est organisé est assez folle. Mais nous devons être assez fous si nous voulons vraiment le comprendre. » Donc là, maintenant, on va déconner. Alors, John Wheeler racontait que sa vie se divisait en 3 parties, selon qu'il pensait que tout est particules, tout est champ ou tout est information. Et là, on arrive dans la 3e partie de sa vie, et c'est là où ça va commencer à devenir un peu fou. John Wheeler, c'est le type qui a inventé le terme de trou noir. Quand il a proposé ça dans son article pour Physical Review, l'éditeur a dit que ce terme était obscène. Ce à quoi Wheeler a répondu « Mais les trous noirs n'ont pas de cheveux ». Alors, la calvitie du trou noir l'a conduit à un problème majeur. Il était dans son bureau, il avait une tasse de thé, et il s'est dit, ma tasse de thé ayant refroidi, si je verse du thé dedans chaud, eh bien j'aurai du thé chaud. C'est un théoricien. Il n'a pas besoin de faire l'expérience, d'ailleurs, le fait de le penser, il y a des chances que ça fonctionne comme il l'a pensé.
mais quand même, il réfléchit. Et le problème, c'est que plus vous augmentez la température d'un liquide, plus ces particules, ces molécules, ces atomes s'agitent. Et plus ils s'agitent, plus vous avez de ce qu'on appelle de désordre ou d'entropie. Acceptez ça pour l'instant, j'imagine que vous connaissez tous ces termes-là, on pourra en reparler, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, du désordre. Et il s'est dit, mais moi, j'aime pas augmenter le désordre dans l'univers, j'aime pas augmenter l'entropie de l'univers, j'aimerais bien ne pas pouvoir me verser une tasse de thé sans augmenter le désordre dans l'univers. Est-ce possible? Il dit, si j'avais un petit trou noir à côté de moi, un petit, un gros, peu importe, et que je versais le thé dedans, personne ne pourrait jamais savoir que j'ai augmenté l'entropie de l'univers, le désordre, parce qu'il est dans le trou noir et personne ne pourra aller vérifier, et puis de toute façon, ce qui est dans un trou noir, c'est mort. Sur ce, son étudiant, Jacob Bekenstein, arrive dans son bureau et il lui dit qu'est-ce qu'il y a, boss? Vous avez l'air... Et Wheeler lui fait, écoute, j'ai un problème, ça gratte, et il lui raconte son histoire. Et là, Bekenstein lui dit, je vais réfléchir. Il va dans son bureau, et là, il réfléchit. Alors là, puis il revient. Et quand il revient, il lui dit, boss, en fait, quand vous avez versé du thé dans le trou noir, vous avez augmenté la masse du trou noir. Or, un trou noir, en fait, sa masse ne peut qu'augmenter. Et quand sa masse augmente, il y a un théorème de Stephen Hawking qui dit que sa taille augmente. En fait, l'horizon du trou noir augmente, elle est directement proportionnelle à la masse. Et donc, vous avez une propriété totalement analogue entre le fait qu'un trou noir ne peut que grandir et le fait que le désordre dans l'univers ne peut que grandir. D'ailleurs, je crois bien que c'est la seule chose que je connaisse qui se comporte de la même manière que l'entropie et que le désordre. Je vais donc dire que la surface d'un trou noir est analogue à l'entropie, au désordre, parce qu'elle ne peut que grandir et qu'elle suit la même loi. Et, après il développe, si je subdivise de façon quantique cette surface en petites cellules de taille de Planck, qui est la longueur qu'on utilise toujours quand on veut aller petit mais qu'on ne sait pas trop quoi dire, parce qu'en réalité, ce n'est pas non plus complètement physiquement justifié, mais ce n'est pas grave, on se planque derrière la longueur 2. Et de toute façon, vous avez une incertitude quantique sur l'horizon d'un trou noir. Vous ne pouvez pas dire avec une précision parfaite que l'horizon d'un trou noir est là, parce que selon la relativité générale, ça va, mais la mécanique quantique vous dit que vous avez une indétermination des choses. Cette indétermination, elle est quantifiée par la constante de Planck, et vous pouvez supposer qu'il y a une sorte d'épaisseur de votre horizon, et donc cette épaisseur, finalement, va vous conduire à imaginer des petites cellules. Et il a dit, si je regarde ces cellules, je peux considérer que vous avez un nombre d'objets qui sont ce nombre de cellules. Or, Boltzmann avait déjà dit que l'entropie ou la quantité d'information pouvait être quantifiée par une constante, la constante de Boltzmann, fois le logarithme du nombre de choses que vous pouvez... Prenez la chambre d'un enfant. S'il a 3 jouets, il peut faire un peu de désordre. S'il a 100 000 jouets, il peut faire beaucoup de désordre. Et vous faites K log de nombre de jouets et vous pouvez savoir combien de désordre il peut faire. Donc, de la même manière, si vous jouez avec des petites cellules de Planck à la surface d'un trou noir, plus vous en avez, plus vous faites de désordre, plus vous pouvez inscrire d'informations. Et donc, comme le trou noir grossit quand vous mettez du thé, finalement, la quantité d'informations que vous avez perdues ou d'entropie que vous avez mis dans le trou noir se retrouve totalement à la surface du trou noir. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Wheeler-Bekenstein-Hawking, parce que Hawking a voulu dire que Bekenstein avait tort, et il en est arrivé à l'évaporation des trous noirs dont j'ai parlé tout à l'heure, et je vais vous dire pourquoi ça aboutit à un paradoxe maintenant. Donc cet effet Wheeler-Bekenstein-Hawking, c'est 1, Wheeler, j'ai un problème avec ma tasse de thé, 2, Bekenstein qui dit non, boss, c'est pas un problème, c'est la surface qui ne peut que grandir comme le désordre, 3, Hawking qui arrive et qui dit si vous donnez une entropie à la surface d'un trou noir, c'est une propriété thermodynamique. La thermodynamique, c'est l'étude du changement de température des systèmes qui échangent de la chaleur. Et donc, vous allez avoir un lien direct entre cette entropie, sa variation d'entropie, et la température. Et si vous associez une température à la surface d'un trou noir, ça rayonne. Je suis allé relire l'article de Bekenstein parce que je me suis dit, mais quand même, c'est un type qui a après fait aussi beaucoup de choses, le type était ultra brillant. Je me dis, il devait s'en douter. Et vous lisez dans l'article, ça c'est extraordinaire, on ne le dit pas ça souvent, mais il dit, bien entendu, associé à cette entropie, à la surface du trou noir, il y a une température du trou noir. Mais n'allez pas croire que c'est une vraie température parce que ça pose des problèmes. Il le dit dans l'article. Donc on va utiliser cette température dans le calcul, il donne la formule, il la développe, il l'utilise dans son calcul, mais je ferai comme si ça n'en était pas vraiment une parce que ça pose des problèmes. Et le problème en question, il n'est pas fou, c'est que si le trou noir rayonne,
toute son idée va à la poubelle. Puisque son idée, c'était que le trou noir ne pouvait que grandir, qui était une propriété analogue à l'entropie qui ne peut que grandir. Si vous commencez à dire qu'un trou noir peut rayonner parce qu'il a une température, il peut perdre de l'énergie et donc il va diminuer. Et il n'est plus du tout analogue à la croissance de l'entropie. Et donc tout le principe de base ne marche pas, et normalement, c'est direct poubelle. Ben non. Ce n'est pas direct poubelle, ça arrive à un débat dont vous pouvez encore lire les articles que s'envoient les uns les autres, qui n'est pas résolu aujourd'hui. Je suis allé aux dernières nouvelles voir des collègues théoriciens parce qu'il y a eu un article il y a quelques semaines d'Hawking qui disait « J'ai peut-être trouvé début une façon de résoudre ce problème », et ce collègue théoricien m'a dit « En réalité, maintenant Hawking reconnaît qu'en fait, ça ne marche pas non plus ». Quel est le problème? C'est que vous avez inscrit l'information à la surface du trou noir, et donc vous ne l'avez pas perdue. Mais si le trou noir s'évapore et qu'il devient de plus en plus petit, finalement, l'information va finir par disparaître, et le trou noir va exploser. Alors au début, des gens comme Susskind et d'autres ont dit « Mais non, parce que lorsque les deux particules s'en vont comme ça, elles sont liées par la mécanique quantique du fait que quand deux particules ont été l'une avec l'autre, lorsqu'elles sont séparées, elles restent toujours intriquées. Elles sont toujours liées. C'est la fameuse expérience EPR qui avait été imaginée par Einstein pour contrebalancer la physique quantique, parce que deux objets qui sont à n'importe quelle distance, si vous en touchez un, va affecter l'autre. Comme si ça allait plus vite que la lumière, la mécanique quantique répond « Mais non, c'est que ces deux objets sont intimement liés ». Si vous avez de l'intrication quantique, alors lorsque deux particules se séparent, celle qui part, avec l'évaporation du trou noir, emporte l'information qui était stockée à la surface avec elle, grâce à une intrication quantique. Alors là, du coup, vous ne perdez plus votre information, elle est là. Sauf qu'au bout d'un moment, le trou noir disparaît, et elle est intriquée avec qui, la particule qui est partie? Donc, de nouveaux problèmes. Alors à ce moment-là, Hawking est arrivé, il a dit « Oui, mais alors les trous noirs n'ont pas de cheveux, mais enfin, ils ont des petits cheveux mous. » Donc ça, c'est son dernier article. Les trous noirs ont des petits cheveux mous. Alors, qui seraient... Bon, finalement, je ne vous en parle pas, parce que de toute façon, apparemment, ça ne marche pas. Ça, c'était dans les années 90, et puis les relents de tout ça, c'est aujourd'hui. Mais ce qui va nous intéresser pour conclure, c'est que deux types, un qui s'appelle Ted Jacobson et un autre qui s'appelle Gerhard Toft, se sont dit, mais attendez, les horizons des trous noirs, c'est une chose, mais en fait, ces propriétés des horizons des trous noirs, on peut les appliquer à d'autres horizons, et en théorie de la relativité, des horizons, il y en a plein. Il y a l'horizon cosmologique, il y a ce qu'on appelle l'horizon des particules, il y a un autre horizon dans l'univers qui s'appelle l'horizon des événements. Il y a les horizons de Rindler. Vous prenez cet objet, s'il accélère de manière continue, alors, si une étoile explose ici, eh bien, à une certaine distance, il est possible que si cet objet est en accélération continue, sa lumière ne vous arrive jamais, même à la vitesse de la lumière. Donc on peut définir un horizon de Rindler, horizon de Unruh, qui est tel qu'au-delà de cette limite, la lumière ne vous arrivera jamais. Donc c'est un horizon, quelque part, des événements. Un événement produit là ne vous arrivera jamais. Et donc cet horizon-là, vous pouvez lui appliquer le même raisonnement que Bekenstein et dire, cet horizon-là, il est quantifié, il a une entropie qui varie au cours du temps. A priori, c'est juste un simple raisonnement, sauf que... Et là, je prends la phrase de Tamu Padmanabhan qui est extraordinaire parce que dans un article, il dit ce qu'a fait Jacobson et Toft de son côté, mais c'est que la formule qui est là, regardez pour l'instant, juste cette formule, c'est ds, S c'est le nom qu'on donne à l'entropie, et D c'est une variation d'entropie. Si j'ai une variation d'entropie, mais sur une surface qui est à l'horizon, donc qui est une surface à deux dimensions, selon les lois de la thermodynamique, elle est analogue à une variation d'énergie du système plus une variation du volume fois la pression. Donc ça, c'est des propriétés à trois dimensions. Et ça, c'est des propriétés à deux dimensions, puisque vous avez réussi à définir une information d'entropie sur deux dimensions. Et si vous faites varier cette entropie, vous retrouvez ça. Or, toute la physique, c'est de déduire comment changent les choses quand vous faites varier l'énergie. Je prends ce truc-là, je le mets là, il a une énergie potentielle. Je le lâche, il tombe, il a une énergie cinétique. Hop, il donne son énergie cinétique, il chauffe la table, etc. C'est que des variations d'énergie. C'est que ça. Si vous arrivez à exprimer la physique à trois dimensions à partir d'une propriété à deux dimensions, vous êtes dans une vision qu'on appelle holographique, c'est-à-dire que vous n'en avez rien à faire de la troisième dimension. Vous expliquez à partir de 2D et 3D, sauf que quand vous développez ce calcul-là à partir des concepts dont je vous ai parlé avant, vous retrouvez l'équation d'Einstein de la relativité générale, à partir de formulations thermodynamiques.
Et Penman dit, ça serait quand même troublant que la nature se soit débrouillée pour que quand on écrit des propriétés à 2 dimensions de quelque chose, on retrouve l'équation d'Einstein, c'est donc que l'univers n'a que 2D, ou au moins qu'on peut expliquer la gravité comme un phénomène à 2 dimensions. Et donc là, on rentre dans une vision holographique de l'univers, où certains disent, eh bien, la gravité s'explique par des processus à 2 dimensions. D'autres, comme Toft ou Susskind, vont encore plus loin et disent, non, non, c'est tout l'univers qui est un hologramme, oubliez la 3e dimension, elle n'existe pas. Ce qui plaît énormément à tous les théoriciens des cordes, parce que la théorie des cordes, ça consiste à dire j'ai pas de problème avec la singularité au centre des trous noirs qui tend vers une énergie infinie, j'ai pas de problème avec le Big Bang qui tend vers une énergie infinie, parce que vous ne pouvez pas aller au centre d'un trou noir, ni à des dimensions trop petites au moment du Big Bang, puisqu'il y a des tailles des particules qui sont définies par la taille des cordes, encore la longueur de Planck. Bon, planquons-nous derrière, et donc vous avez des petites lignes comme ça, qui sont ces cordes. Ça, c'est la théorie des cordes. Et puis, vous avez la théorie de la gravitation quantique à boucle qui, elle, dit oubliez les particules, c'est l'espace-temps qui est granulaire, donc vous ne pouvez pas descendre aussi le temps que vous voulez. Ça évite les divergences à l'infini dans le trou noir et dans le Big Bang. Et dans la théorie des cordes, les particules sont des objets à 2 dimensions, et tout l'univers n'a que 2 dimensions. Et ce que dit Susskind, justement, c'est que finalement, la 3e dimension, bon, on n'a pas besoin, donc on va supposer qu'elle n'existe pas. Alors, voilà donc ces acteurs, et ça reviendrait à dire qu'en fait, il y aurait, alors c'est ce que dit Toft, un écran quelque part sur lequel serait écrite la gravité, les propriétés de l'univers, et il dit, mais j'aimerais bien savoir où est cet écran. Alors, il y a un type qui s'appelle Maldacena, qui a écrit un article, qui est aujourd'hui l'article le plus cité dans toute la physique théorique, qui lui a dit, ben moi, si je prends un univers qui n'est pas celui qui existe, qu'on appelle un univers anti-de Sitter, c'est-à-dire un univers qui est vide de matière et qui a une constante cosmologique négative, ça veut dire qu'au lieu d'avoir quelque chose qui accélère l'univers, ça fait l'inverse. Mais bon, peu importe, je peux définir quelque chose à 2 dimensions, c'est-à-dire je peux définir effectivement cette analogie entre 2D et 3D, mais de façon parfaitement mathématique. Et cet article-là, finalement, est d'une très grande puissance mathématique, ce qui a fait que les collègues, quand il y a eu la conférence où il a expliqué ça, ils ont fait la chanson « Oh, Maldacena », mais ils ont changé le nom. Et voilà. Donc ça, c'est une voie possible qui consisterait à dire que toutes ces histoires sont liées à la gravité et que quelque part, ces failles dans notre explication de l'univers, comme par exemple la réconciliation de la théorie de la relativité avec la mécanique quantique, viennent du fait qu'on croit que la gravité est une interaction fondamentale, mais ce n'en est pas une. C'est une propriété émergente qui n'existe qu'à grande échelle, comme une température ou une pression qui émerge quand vous avez un grand nombre de particules, mais qui n'existe pas quand vous prenez une seule particule. Et donc, ces propriétés émergentes ne sont pas des interactions fondamentales, comme la chaleur qui fait gonfler un ballon. Si vous chauffez un ballon, il va gonfler. Vous n'allez pas dire que c'est une interaction fondamentale. De la même manière, eh bien, la gravité, c'est juste une propriété thermodynamique d'un ensemble de particules. Donc, oubliez le lien entre la mécanique quantique et la gravité. La gravité n'est plus une interaction fondamentale. Basta. Et là arrivent les plus fous qui disent, eh bien moi, si j'accepte, ce que j'ai du mal à expliquer, mais je l'accepte, que je sais où est le mur de la caverne de Platon, et que c'est l'horizon cosmologique, et que je calcule comment cet horizon grandit au cours du temps, et donc j'ai une variation d'entropie par la croissance de cet horizon, eh bien, ça fait une variation d'énergie de l'univers qui explique exactement l'énergie noire qu'il faut pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Et donc ils disent l'expansion de l'accélération de l'univers, c'est simplement un effet de l'horizon cosmologique. Et si on ajoute l'intrication quantique, dit Verlinde, ça explique même la matière noire. Alors je dis cela vont beaucoup plus loin parce que, il y a quand même des prix Nobel dans le coup, il y a Smoot, etc. Mais tout le monde a le droit de... Voilà. Et donc ça, c'est pas... On n'est pas là... Tout à l'heure, je vous disais, Maldacena, c'est l'article le plus cité de la physique théorique. Là, c'est des gens... Moi, ça m'intéresse beaucoup de voir ça, mais je ne peux pas vous dire que ces articles-là sont la réponse à nos questions. C'est juste quelque chose que je voulais partager avec vous aussi parce que, quelque part, il est possible que ces failles que représente la matière noire, l'énergie noire, etc., aient des implications profondes sur notre compréhension de ce qu'on est, et que finalement, si on n'a que 2 dimensions, on peut encore bouffer plus que ce qu'on pouvait... Bon, c'était pas ça la conclusion finale. 5e illusion, et je finis avec ça, c'est l'illusion narcissique. C'est celle où on ne se fait plus de copains avec les collègues, mais tant pis, je le dis quand même. On ne regarde pas l'univers, on regarde nos propres théories. Parce que, en fait, quand je vous ai montré tout à l'heure cette gamelle de chien avec des petits grumeaux rouges et bleus, il y a un travail énorme
pour expliquer ça, et ça a été prédit, donc c'est pas n'importe quoi. Mais c'est quand même que des rumeurs rouges et bleus. Et donc, vous le regardez dans un contexte qui marche très bien, mais avec votre théorie. On regarde de moins en moins les choses telles qu'elles sont, on les regarde de plus en plus au travers de nos théories. Et si vous êtes dans votre bureau et vous regardez le monde extérieur par la vitre, vous allez voir qu'au petit matin, avant que le soleil se lève, ce que vous voyez, c'est quasiment que vous, par la réflexion de votre propre image et de votre bureau. Et on va imaginer que ça, c'est les premiers âges de l'homme, quand il n'avait pas encore de connaissances scientifiques. Et donc, quand il regardait les constellations, il voyait un ours, il voyait, etc. Et puis, le soleil se lève. La lumière se fait, vous commencez à voir les contours des arbres, du jardin, etc. Et là, vous dites, non, ce n'est pas un ours, c'est un arbre, etc. Vous commencez à voir, mais il y a toujours une part de vous. Et vous dites, dans cet arbre, il y a quand même une forme qui ressemble à mon visage. C'est parce que bon, vous ne savez pas que c'est une réflexion, vous ne connaissez pas encore la physique. Puis progressivement, le soleil se lève, il fait pratiquement jour, et votre reflet est toujours là, mais vous ne le reconnaissez pas. Et il vous aide à donner sens au lien qu'il y a entre cet arbre-là et cet arbre-là, etc., etc. Et c'est utile, parce qu'il faut avoir une vision qui fait des liens, mais c'est en partie une projection. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on vous dit l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années, il n'y avait pas de lumière, puis la lumière est arrivée, etc., etc. C'est un abus de langage. On n'en sait rien. L'univers n'est pas nécessairement né. Il est peut-être éternel, il est peut-être infini. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un horizon de l'univers observable et que quand on remonte dans le passé, il était plus concentré. Mais est-ce qu'il y a un multivers, est-ce qu'il n'y a pas de multivers, est-ce que, etc. Dans un sens comme dans l'autre, on n'en sait strictement rien aujourd'hui. Donc on fait des abus de langage qui, de façon étrange, donnent à l'univers une histoire qui nous ressemble énormément. Et ça, c'est quand même un peu gênant parce que ça peut nous conduire vers une impasse par des raccourcis qu'on utilise. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup troublé quand j'ai discuté avec un ami qui est neurobiologiste et qui dit cette phrase, il dit « L'éveil est un rêve modulé par les sens ». Je ne parle pas de l'essence des voitures et le diesel. Ce qu'il veut dire par là, c'est que de la même manière que lorsqu'on a regardé le fond diffus cosmologique, on y a vu un bruit de fond, puis quand on l'a regardé avec des satellites comme WMAP et Planck, on a vu ces petits grumeaux, on a vu une information et que tout était information. Eh bien, de la même manière, quand on a étudié l'activité du cerveau avec un électroencéphalogramme, on y a vu du bruit qui n'était porteur d'aucun sens. Et puis, on a réussi, à partir d'électrodes capables de mesurer l'activité de neurones individuels, à partir de différentes méthodes, à voir qu'en réalité, ce que l'on croyait être du bruit était en réalité de l'information. Et que lorsqu'on croit percevoir le moment présent, et que nos sens nous disent être notre perception du moment, que ce soit visuel, olfactif ou autre, eh bien, quand on suit les trajets que fait cette information dans notre cerveau, on s'aperçoit que pour à peu près 95%, ces trajets sont des boucles internes, que pour seulement 5%, ils viennent de nos sens, et que donc ce que nous croyons percevoir avec nos sens est en réalité principalement des projections internes, comme par exemple le fait que si je vois une table, je vois des pieds, etc. Je n'ai que très peu d'informations visuelles, mais je vais déduire que c'est une table, qu'elle est là depuis combien de temps, je vais avoir une idée de sa couleur, de sa solidité, etc., par des projections internes. Donc, de la même manière, quand on compare l'éveil et le rêve, l'activité des neurones est la même, parce que 95% de l'activité est la même. Et quand on compare ça au sommeil profond, là, c'est très différent. Et ça me pose un problème, c'est qu'il est possible que si on changeait de perspective sur l'univers, avec une théorie un peu différente, ben peut-être qu'on verrait autrement les choses. Et donc, c'est peut-être ça qu'on va voir demain, une révolution scientifique qui pourrait venir. Donc voilà, c'est ça en conclusion que je voulais dire, et beaucoup plus de choses à découvrir dans ce livre qui s'appelle « À la recherche de l'univers invisible ». Merci. Merci beaucoup, David. On va prendre quelques questions, pas trop parce qu'il est déjà tard. Merci. Vous avez cité Verlinde et sa gravité émergente où il a sorti des formules au trimestre dernier. Entre l'entropie de surface et l'entropie de volume. Mais il y a eu un article qui
disait qu'il y avait une vérification de cette formule par les ondes gravitationnelles faibles. Enfin, non, pas les ondes gravitationnelles, excusez-moi, les lentilles gravitationnelles en champ faible. Et il y a une controverse avec Milgrom sur le changement des lois de la gravité monde. Et vous n'avez pas du tout parlé de monde. Et quel est votre point de vue sur cette controverse entre Milgrom et Verlinde? Alors, donc, tout à l'heure, je vous ai montré la courbe de rotation des galaxies, et en fait, je vous en montrais une, et en fait, ce qui est troublant, est ce que cet homme qui s'appelle Milgrom a écrit une théorie qui s'appelle MOND, qui veut dire Modified Newtonian Dynamics, qui consiste à dire que lorsqu'on est loin de l'objet qui fait la gravitation, en champ faible, on tend vers une accélération, parce que F égale ma, qui est toujours la même qu'à 0. Mais il n'y a pas de justification scientifique à cette A0, c'est ça la faiblesse de monde, en dehors du fait que dans les amas de galaxies, ça ne marche pas bien aussi. Bon. J'en ai pas parlé là, mais j'en parle dans le bouquin, mais c'est parce que c'était trop long et c'est très intéressant comme théorie. Ce que propose Verlinde, ce que propose aussi Van Putten aussi, c'est de donner une justification physique à cette accélération constante qui sortirait naturellement du principe holographique, mais avec un prix à payer, c'est que ça devrait changer au cours du temps. Je n'ai pas lu les derniers échanges qu'il y a eu entre Milgrom et Verlinde la semaine dernière. Je ne les ai pas lus pour savoir à quel point les incertitudes sur les mesures permettent de quantifier ça. Ce que je peux dire, c'est par exemple dans ce qu'a fait Van Putten, qui est un autre auteur qui a travaillé sur ce genre de choses, lui, il dit que les courbes de rotation des galaxies, vues très près de nous et vues à un redshift de l'ordre de 0.01 ou 0.2, 0.1, cet écart, enfin, ce que je veux dire par là, c'est un peu plus loin. Les courbes de rotation devraient être différentes. On devrait avoir une accélération qui change au cours du temps, cette accélération constante. Et donc, ça serait une signature d'une différence avec monde de Milgrom. Sauf que on ne sait pas mesurer avec grande précision les courbes de rotation des galaxies à différentes époques. Alors, ce que dit Van Putten, c'est que les dernières mesures permettent quand même d'avoir deux échantillons, à très près et un peu moins près, et que ça change, et il prétend que ça change comme lui, il le prévoit. Alors, je ne sais pas si ça correspond, comment ça rentrerait dans ce débat entre eux. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne peux pas répondre de façon précise à cette question parce qu'il faut voir les données. Alors moi, par contre, je suis un observateur, et dès qu'on commence à me parler d'observation, je deviens super chiant. C'est-à-dire qu'en fait, nous, tout notre travail, c'est les limites. C'est toutes les limites de ce qu'on peut extraire d'observation parce qu'on a tout un tas d'incertitudes qui ne sont pas toujours bien quantifiées. Donc avant de pouvoir dire qu'on rejette telle ou telle théorie, on fait tout un travail de quantification de ces limites. Et ça m'arrive souvent de lire 10 articles qui disent on peut faire ça et de penser qu'en fait je ne suis pas d'accord avec les 10. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vrai ce que dit Milgrom. Ce que je sais, c'est que ces deux personnes sont partisanes et sont peu crédibles. Alors, ils sont des très grands scientifiques, etc. Mais vous pouvez être sûr que chacun va tirer pour son camp. Donc, avant d'interpréter ce qu'ils disent dans un débat, il faut que vous alliez voir vous-même les données. Enfin, il faut une tierce personne. Donc, si vous m'aviez dit une tierce personne a confronté les deux et a vu ça, là, oui. Mais si c'est les deux entre eux, je crois ni l'un ni l'autre. Une deuxième et peut-être dernière question. Je suis désolé, j'ai parlé très longtemps. Oui, ce qui est troublant, comme d'habitude, c'est le fameux trou noir de Hawking. Parce qu'en fait, il dit qu'il s'évapore, mais en fait, les paires qui sont faites sont du vide quantique et d'extérieur. Autrement dit, ce n'est pas le trou noir. Il y a une des deux. Bon, sur l'horizon, bien sûr, je crois que c'est à l'échelle de Planck 10-33, mais qu'importe. Mais en fait, la paire est faite à l'extérieur du trou noir. Une rentre dedans et l'autre part. Mais ce n'est pas le trou noir qui s'évapore. Donc, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, c'est une image. Ah oui. En réalité, ce n'est pas une paire de particules. En fait, en théorie quantique des champs, il y a une énergie du vide quantique qui tend vers l'infini. Pour éviter ça, ce que font les théoriciens, c'est qu'ils font ce qu'on appelle de la renormalisation.
et ce qui revient à attribuer une forme d'énergie négative qui contrebalance l'énergie positive. La théorie de la supersymétrie, par exemple, c'est une théorie qui explique ça. Donc effectivement, je me suis penché sur ce problème-là, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de ce domaine-là, mais en fait, quand vous regardez ça, ce qui rentre dans le trou noir, c'est en fait une forme d'énergie. Dans les calculs, en fait, le terme qui rentre dans le trou noir, c'est une énergie négative. Donc en fait, le trou noir s'évapore parce qu'il bouffe de l'énergie négative qui a été puisée dans... Donc c'est un peu compliqué. Vous voyez. Donc c'est pour ça, là on atteint la limite de l'exercice où je vous dis il y a 2 particules et puis on a résolu le problème, puis après on réfléchit avec ça. C'est plus compliqué que ça. Allez, une toute dernière question. Non ? Eh bien, merci beaucoup, David. Et puis, voilà. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés par le livre, il est moins cher que... normalement, il coûte 23 €. Je le fais à 20 €, comme ça, c'est plus simple. J'ai vu des centaines de conférences d'astronomie, c'est celle qui m'a le plus plu.